Merci Agnès pour l'invitation. Euh, je suis très content de participer à ce colloque, d'autant plus que, ouais, comme tu disais, bah, c'est l'avantage du format virtuel, hein, de pouvoir participer d'un petit peu partout. Alors, c'est vrai que je ne travaille pas au Québec et une partie des choses que je vais vous présenter ne concerne pas directement le Québec, ça concerne le processus colonial aux Amériques en général, mais on va voir en fin de présentation, on revient vers le Québec parce que je pense que les questions que j'ai posées, enfin que je me posais pendant mon doctorat et ce sur quoi j'ai travaillé, sont des choses qui pourraient très facilement s'appliquer à l'archéologie canadienne et québécoise plus particulièrement, euh, et qui, je pense, pourrait bah, apporter euh, des choses intéressantes voilà, enfin, aux questions qu'on se pose par rapport à la période coloniale dans la province. Donc, comme tu disais, Agnès, les travaux, une partie des travaux, des résultats que je vais présenter, euh, sont des études que j'ai réalisées pendant ma thèse de doctorat, donc ici à l'Université de Floride, et qui portaient plus particulièrement sur l'introduction des animaux domestiques à la période coloniale. Et ce que je voulais aussi dans cette présentation, c'était mettre l'accent sur le fait que les études paléogénétiques, en fait, sont pas forcément, euh, comment dire, concernent pas forcément les époques particulièrement anciennes, c'est pas forcément que de la paléontologie, mais elles peuvent aussi avoir des applications très concrètes en archéologie historique sur des périodes plus récentes et vraiment apporter des choses nouvelles à nos connaissances sur ces périodes-là. Donc, le plan de la présentation, je vais rapidement revenir sur les grands principes et l'histoire de la paléogénétique. Euh, Ensuite, passer sur deux études de cas donc, qui portent vraiment sur les résultats que j'ai eus que j'ai eu pendant ma thèse, pendant mes recherches dans ma thèse. Et dans une deuxième partie, évoquer les applications possibles en archéologie et plus particulièrement en archéozoologie au Québec, avec par exemple l'analyse de l'introduction du bétail dans la province à l'époque coloniale. Donc, attendez. Alors, il ne veut pas. Voilà. Donc, alors, la paléogénétique, bon, en résumé, hein, c'est l'étude du matériel génétique qui est contenu dans les restes organiques, paléontologiques ou archéologiques. C'est un type d'analyse bon, qui est relativement récent, mais qui commence quand même à avoir fin des années 80, donc une bonne trentaine d'années. Et donc, au début, les premières études ciblaient vraiment plus particulièrement les périodes les plus anciennes. C'est vraiment la paléontologie, enfin, le paléolithique notamment en Europe, et la génétique des populations humaines passées, avec notamment voilà, beaucoup de l'accent mis sur les premiers hominidés, Néandertal, tout ça, on en a souvent entendu parler. Et là, depuis 10 à 15 ans, il y a eu d'importants développements technologiques révolutionnaires hein, euh, avec notamment une série de techniques en fait qu'on regroupe sous le terme Next Gen Sequencing, Next Generation Sequencing, qui ont considérablement abaissé le coût des analyses, tout en augmentant considérablement la quantité de données qui pouvaient être tirées des échantillons et qui donc ouvre la porte à une plus grande variété des recherches et du coup aussi à voilà, un champ de questions un peu nouvelles qu'on pourrait se poser. Et je pense que dans ce cadre-là, l'archéologie historique fait partie un petit peu de ces, de ces domaines dans lesquels bon, ça commence à se développer, mais c'est encore un petit peu confidentiel. Et, euh, et voilà, donc voilà, ça va être, je vais un petit peu développer ça au cours de cette présentation. Donc, là, un des premiers exemples d'application, donc là, plus particulièrement en lien avec mes recherches doctorales,
Donc, sur l'introduction des bovins dans les Amériques post-colombiennes, avec un focus particulier sur la région Caraïbes, Mésoamérique, qui sont les régions les plus précocement colonisées, on va dire, par les Espagnols. Donc, comme chacun sait, les bovins domestiques, comme beaucoup d'animaux domestiques d'origine eurasiatique, comme les porcs, euh, les moutons, les chevaux, n'existaient pas dans l'hémisphère occidental avant l'invasion européenne à la fin du XVe siècle, hein. Les populations amérindiennes, avant la conquête européenne, avaient dans certaines régions certaines espèces domestiques. On pense aux chiens, on pense à la dinde, au lama, euh, plus au sud du continent. Mais peut-être à l'exception du lama, en général, les sociétés amérindiennes n'étaient pas autant dépendantes des animaux domestiques. La chasse demeurait quand même une ressource importante pour pour l'acquisition de, de viande et d'autres matières animales, hein, pour le coup. Donc, du point de vue historique, en fait, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à faire ces recherches, on a assez peu de détails sur ces introductions. En général, sont les études des sources primaires, en fait, datent un petit peu. Et en général, on a tendance à répéter un petit peu la même narration par rapport à cette introduction, qui veut que les Européens donc les Espagnols, pour le coup, auraient amené euh, un petit nombre de vaches qui d'abord venaient d'Andalousie, qui ensuite étaient amenées dans les îles Canaries, donc comme on voit le plan ici. Euh, et des îles Canaries faisaient le voyage transatlantique. Et donc, on parle d'à peu près 500 bêtes qui auraient été, dès les premières décennies de la colonisation, amenées depuis les Canaries vers les Caraïbes. Dans les Caraïbes, l'élevage, parce que on était sur des terrains vierges du point de vue des écosystèmes un peu vierges par rapport au bétail. Donc, il y avait très peu de compétition d'autres grands mammifères, pas de prédateurs. Donc les troupeaux ont grandi considérablement. On parle de plusieurs milliers de bêtes assez rapidement, hein. Euh, et, euh, et de là, en fait, ces troupeaux-là des Caraïbes auraient été introduits après dans d'autres régions des Amériques espagnoles. Alors pourquoi c'est important de s'intéresser aux bovins? Pourquoi se m'intéresser aux bovins? Parce que c'est des animaux qui avaient une importance cruciale pour les premiers colons européens. On a souvent dit que c'était des animaux un petit peu à tout faire, hein. Ils étaient, bon, on pense la première chose à laquelle on pense, c'est la viande, mais il y a aussi les os qui servaient de matière première pour, pour quantité de choses, notamment faire des engrais ou même comme matériaux de construction. Les tendons, la graisse qui était utilisée pour frire, mais aussi pour fabriquer des bougies ou du savon, par exemple, la traction animale aussi, qui était très importante pour les travaux agricoles. Et puis surtout, pour ce qui concerne les Amériques, en tout cas les Amériques espagnoles, le cuir, qui a été très rapidement, dès le XVIe siècle, en fait, au cœur d'un important marché transatlantique. En fait, les Amériques produisaient énormément de cuir, qui était après ramené en Espagne et de là dans le reste de l'Europe, ce qui a fait chuter d'ailleurs le cours du cuir en Europe dès la moitié du XVIe siècle. Et donc, en étudiant les bovins, en fait, ça permet d'avoir un autre point de vue sur l'histoire du processus colonial, notamment notamment justement de par l'importance qu'ils avaient, économique, mais aussi culturelle et symbolique, hein. Donc, alors, pour parler des résultats, hein, je vais vous passer les détails techniques sur l'étude. Alors, bon, j'ai fait ce petit diagramme qui n'est pas forcément très parlant a priori, mais ce que je voulais, euh, euh, ce sur quoi je voulais insister, et les conclusions principales de cette étude, hein, c'est que dans les contextes les plus précoces, euh, on a constaté qu'on avait essentiellement des animaux d'origine européenne, ce qui correspond un petit peu au récit traditionnel qu'on connaît de par les sources historiques.
dès la fin du XVIe siècle, en fait, on voit quand même qu'on a une augmentation de la diversité génétique des troupeaux, ce qui donc est un peu en contradiction avec avec comment dire, le, ce qui est traditionnellement connu via les études historiques, à savoir que on est que comment dire, le pool fondateur des populations bovines des Amériques espagnoles était constitué à seulement de 500 bêtes qui ont été ramenées, qui ont été apportées voilà, sur un très court laps de temps au début du XVIe siècle. Donc en fait, on est plus sur quelque chose, des apports assez réguliers d'animaux, peut-être de différentes régions. Euh, donc voilà, donc déjà une première chose qui était un peu surprenante, hein, qui en tout cas n'était pas forcément envisagée à partir des sources historiques. Et puis, peut-être plus important, en fait, on a aussi détecté la présence probable d'animaux qui auraient été importés directement d'Afrique de l'Ouest vers la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe. Euh, et ça correspond un petit peu chronologiquement avec l'essor du marché transatlantique des esclaves avec l'Afrique de l'Ouest. Euh, et ça, c'est particulièrement important. Alors, je pourrais développer, mais bon, c'est pas forcément le but de la présentation aujourd'hui, mais parce que ça renvoie aussi au rôle central des esclaves d'origine africaine dans le développement de l'élevage bovin, notamment aux Caraïbes et au Mexique. Ça, c'est quelque chose qui a été très bien documenté. On a beaucoup de documents qui montrent que les premiers éleveurs, enfin les premiers bouviers en fait de ces régions-là étaient tous, enfin déjà les propriétaires de bétail étaient espagnols, mais ceux qui s'occupaient concrètement du bétail étaient des travailleurs d'origine africaine ou métis. Voilà. Et ce qui est intéressant parce que justement ça renvoie au fait que dans ces régions d'Afrique de l'Ouest, en fait, il y a beaucoup de sociétés comme les Peuls, par exemple, qui ont qui depuis très longtemps en fait ont un mode de vie qui est essentiellement centré sur le bétail. Donc du coup cette découverte par rapport à la possible présence d'animaux d'origine africaine, c'était vraiment une nouveauté de cette étude, hein. Donc une autre très petite étude de cas en fait au hasard du séquençage et enfin de l'extraction du matériel d'ADN pendant ma thèse, en fait, il se trouve que j'ai eu aussi que j'ai étudié un échantillon en fait d'un cheval du site de Puerto Real. C'est un site du XVIe siècle, une des premières villes des Caraïbes, une première ville espagnole des Caraïbes, qui se trouve maintenant sur la côte nord d'Haïti, qui a été abandonnée dès la fin du XVIe siècle. Donc, du coup, du point de vue de datation, on est assez bien calé. Et donc, ce qu'on a trouvé juste à partir de l'étude de l'ADN mitochondrial de cet individu, donc ça nous a permis de confirmer déjà que l'individu provenait probablement d'Europe du Sud, donc très probablement d'Espagne. Et l'autre chose un petit peu moins attendue, en fait, c'est que son génome le rapproche d'une population de poneys qui aujourd'hui sont vivant dans un état semi-sauvage, en fait, sur l'île de Chincoteague, donc au large de la Virginie, aux États-Unis. Euh, et ça renvoie, cette proximité génétique, en fait, elle renvoie à certains récits qui sont pas toujours, qui donc, des fois sont des récits folkloriques en fait de ces régions-là des États-Unis, sur le passage d'Espagnols ou des, des épaves espagnoles en fait, et que l'origine de ces poneys en fait ce serait des poneys qui se seraient échappés en fait d'une épave d'un galion espagnol en fait. Ce qui suggère en fait, ce qui montre quand même que voilà les Espagnols à ces époques-là, déjà dès ces époques-là, dès le XVIe siècle en fait, exploraient non seulement la zone des Caraïbes et de la Mésoamérique, mais aussi toute la zone de, 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 de l'Est de l'Amérique du Nord, en fait, aussi étaient sujettes à leurs explorations. Donc maintenant, on revient vers le Québec. Et donc, tout ça, ça m'a amené aussi à me poser la question de, voilà, est-ce que
comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça à l'histoire et à l'archéologie historique du Québec, parce que le bétail, il y a notamment aujourd'hui, il y a la fameuse race, la race bovine canadienne, hein, en fait, qui est une race patrimoniale euh, qui, je crois, est protégée aujourd'hui, hein, qui a une grande importance culturelle. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait, quels éclairages, en fait, pourrait apporter la paléogénétique à l'histoire du bétail au Québec, mais plus justement, plus généralement, à l'histoire du Québec en général, hein. Donc, du coup, ce qu'on sait par rapport enfin, grâce aux études historiques, hein, c'est que assez rapidement, dès les premières explorations françaises au Québec, on a des petits troupeaux qui sont amenés dès le XVIe siècle, depuis la France vraisemblablement, hein. Mais que ces importations, en fait, durent un petit peu plus d'un siècle, 150 ans peut-être, et qu'elles s'interrompent brusquement à la fin du XVIIe siècle, hein. Et du coup, pendant tout un laps de temps, jusqu'au début du XIXe siècle, euh, le cheptel québécois serait resté dans une relative isolation génétique au moment, enfin jusqu'au moment où enfin, de l'annexion par les Britanniques et l'importation de races, enfin l'introduction dans le cheptel de races anglo-américaines, ce qui a contribué aussi comment dire, à mettre en danger un petit peu les races traditionnelles québécoises, et voilà, dont la canadienne est un peu un des derniers représentants. Donc, quelles questions, en fait, on pourrait poser au travers de la génétique dans ce cadre-là? Donc, déjà, se poser la question un petit peu de l'origine des animaux. Est-ce que effectivement, ils venaient tous de France? Est-ce que, déjà, premièrement, est-ce qu'on pourrait identifier éventuellement certaines régions? Parce que, en fait, en comparant avec les races actuelles, en fait, on peut des fois arriver à trouver des signaux qui nous permettent d'associer en fait ces populations anciennes avec des races actuelles, et donc du coup de comment dire de préciser un petit peu l'origine régionale éventuellement des animaux, mais pas seulement en fait. Est-ce qu'on a aussi des animaux qui venaient d'autres régions des Amériques, par exemple, parce qu'il y a eu aussi d'intenses euh, échanges, notamment d'animaux, entre les différentes sphères d'influence coloniale européenne aux Amériques. Je donne rapidement un exemple. Par exemple, pour parler des colonies françaises, mais enfin, beaucoup plus au sud, en fait, Haïti et la Louisiane, donc la Nouvelle-Orléans, par exemple, on sait historiquement, alors, il n'y a pas d'éléments génétiques, mais il y a des éléments qui nous laissent penser, par exemple, que le bétail qui a été introduit en Louisiane, dans le delta du Mississippi, par les Français, euh, était du bétail qui avait été acheté par les Français aux Espagnols dans les Caraïbes, en fait. Donc, du coup, est-ce qu'il y a pas eu aussi des échanges? Est-ce que effectivement, le récit traditionnel basé sur les sources historiques correspond à la réalité? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi plus de diversité génétique, des apports d'autres régions, par exemple de bétail des colonies britanniques, en fait, qui n'auraient pas déjà été importés dans le cheptel québécois à cette période-là? On pourrait aussi se concentrer sur la chronologie un peu du flow génétique et voir étudier un petit peu plus en détail l'isolement ou les mélanges en fait qui ont pu se passer au sein du cheptel québécois, en regardant au travers des différentes périodes dont j'évoquais là cette période où, d'après les sources historiques, l'importation des bovins stop à la fin du XVIIe siècle, et les animaux restent isolés. Euh, voilà, donc du coup, la génétique nous permettrait aussi d'en savoir plus sur les mouvements de population bovine, mais aussi sur les mouvements de population humaine et sur le commerce en fait du bétail, qui n'est pas non plus innocent parce que voilà, transporter, que ce soit bateau ou même par terre, du bétail, ce sont pas des opérations anodines, c'est des opérations qui demandent quand même beaucoup de moyens et de et de et d'investissement.
Voilà. Et enfin, aussi très important, la question des techniques d'élevage. Donc, du coup, voir, premièrement, si on a des effets d'entonnoir génétique qui trahissent une certaine sélection. Parfois, la sélection vers certaines caractéristiques en fait des animaux. Ça, on peut aussi l'identifier, voir est-ce qu'on a des sélections qui privilégient par exemple la production de lait ou la production de viande. Alors, on sait que la vache canadienne, si je ne me trompe pas, hein, peut-être que vous pourrez me corriger, mais d'après ce que je sais, c'est une race essentiellement laitière. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'il y a un moment où on peut identifier, si ça n'a pas toujours été le cas, est-ce qu'on peut identifier à quel moment il y a eu cette, euh, cette importance a été donnée à la production laitière? Donc voilà, ce sont des questions concrètement qu'on pourrait appliquer à l'archéologie historique au Québec. Et puis après, plus pour ouvrir, parce que paf, il n'y a pas que les vaches dans la vie, quelles autres potentielles applications en paléogénétique historique, alors au Québec et ailleurs, hein, mais aux Amériques par exemple, donc la question de l'origine des différentes espèces introduites par les Européens, donc pas que les vaches, hein, on pourrait aussi se pencher sur la question des porcs, qui étaient voilà, des animaux qui étaient vraiment fondamentaux pour, dans la plupart des cultures européennes, hein. Les chevaux aussi. Alors, je collabore avec des collègues aussi sur d'autres petits projets sur l'importation des chevaux. Euh, et puis, comme je disais tout à l'heure, l'utilisation et les techniques d'élevage, donc des vaches, mais pas que. Euh, Comment ils étaient sélectionnés, les animaux, et dans quel but. Donc, les élevages spécialisés, le lait, la viande. Puis, il y a d'autres choses dont je n'ai pas parlé, parce qu'il y a énormément d'applications possibles, hein, d'autant plus maintenant avec la perfection des outils qu'on a à disposition. Il y a l'ADN environnemental aussi qui commence à prendre beaucoup, beaucoup d'essor. Donc, l'ADN environnemental, c'est très rapidement, on analyse des sédiments et on extrait l'ADN des sédiments, ce qui permet en fait d'avoir, par exemple, un spectre de faune euh, à une période donnée. C'est très important, par exemple, pour étudier les changements environnementaux en rapport, par exemple, avec le changement climatique. Euh, euh, voilà.